Bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance d'information. Donc, on a pour le moment 16 personnes, on avait plus d'inscrits, donc on va peut-être attendre quelques secondes. Question, je vois déjà qu'il y a quelques personnes de plus qui se connectent, donc bienvenue à tous, puis merci beaucoup d'être là. Bon, je pense qu'on peut commencer officiellement. Donc, bienvenue à la séance d'information pour le logement social pour les personnes aînées, donc au 8801 boulevard Saint-Jacques. Donc, je me présente, Ryan Baiti, je suis conseillère en consultation publique. Je suis également accompagnée de ma collègue Héloïse Gaudreau, qui est également conseillère en consultation publique. Donc, elle va m'aider là, lors de la période de questions. Donc, aujourd'hui, vraiment, c'est un projet donc, de logement social. Donc, c'est vraiment une séance d'information. On va prendre le temps donc, de vous présenter le projet, etc. Puis, il y aura également donc, une période de questions à la fin. Puis donc, on va commencer d'abord avec un mot de bienvenue et d'introduction de Madame Marie-Pierre Boucher, donc qui est conseillère du district de Louis XIV, puis également membre du comité exécutif et donc responsable, entre autres, des dossiers d'habitation. Madame Boucher, la parole est à vous. Merci beaucoup. Merci de votre présence ce soir, de voir les gens venir, s'informer sur des projets de logements sociaux, c'est quand même c'est important. Pour moi, je suis très contente, en fait, d'être ici aujourd'hui avec vous parce que du logement social, on en a besoin beaucoup à Québec. Il y a plusieurs projets qui sont en cours, il y a plusieurs projets dont les gens rêvent. Celui qui vient vous être présenté ce soir en est un dans votre quartier, dans votre district, où on souhaite répondre à des grands besoins de gens qui viennent assurément aussi de votre quartier ou de votre district, qui ont des grands besoins. Donc, mon rôle ce soir, c'est d'être à votre écoute. Ça peut m'arriver de répondre à quelques questions, mais sinon, on a une très belle équipe qui vous sera présentée par Madame Bates. Hey, Je m'excuse. Donc, l'équipe vous sera présentée, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Des fois, on a peut-être des façons complexes d'expliquer les choses. On prend le temps, on est là pour répondre à vos questions. Donc, vous avez une belle équipe avec vous pour ça aujourd'hui. Merci beaucoup, Madame Boucher. Donc, comme je vous disais, donc on est ici ce soir en séance d'information. Donc, l'objectif, c'est vraiment de vous informer sur la nature du projet, de présenter l'échéancier des travaux, de répondre à vos questions, etc. Donc, on a plusieurs personnes qui vont présenter. On a Monsieur Alexandre Armstrong, qui est directeur de section planification de l'aménagement et de l'environnement, donc PAE. On a également accompagné de Monsieur Marc de Konig, expert conseil et directeur général. On est également accompagné de Madame Joëlle Carpentier, donc conseillère en urbanisme à la division de la gestion du territoire, et également accompagné de Monsieur Frédéric Chartier, conseiller en développement économique, et de Madame Audrey-Anne Filion, conseillère en développement économique. Donc, je vais vous laisser partager votre Je présentation, vais puis on la juste mettra en... prendre un Oui, tout petit mot. J'ai oublié de souligner la présence de Patricia oui, Boudreau-Bruyère, qui est la conseillère municipale du district, là, qui est avec vous ce soir. Donc, c'est votre conseillère municipale. Elle est présente pour être à votre écoute aussi. Merci. Oui, puis de mon côté, Ryan, je voudrais souligner que la séance de ce soir, elle est enregistrée en vue de sa rediffusion aussi sur la page du projet, donc dans l'outil Q&R que vous avez au-dessus de votre écran. J'ai mis le lien là, si jamais vous voulez réécouter la séance, accéder à la présentation, si vous avez des connaissances aussi dans votre entourage qui n'ont pas pu être là ce soir, mais qui veulent quand même avoir accès à l'information. Donc, vous pourrez leur donner le lien vers cet enregistrement-là. puis c'est ça, il y aura une période de questions à la fin de la présentation. Donc, vous pourrez utiliser l'outil Q&R là, qui est en haut. Donc, vous pourrez poser vos questions, puis à la fin des présentations, là, on pourra y répondre. Alors maintenant, on va commencer le déroulement de la soirée. Ce sera une présentation du côté de la ville et comme ma collègue Ryan vous l'a dit, il y aura une période de questions par la suite. Donc, Monsieur de Coninck, je crois que c'est vous qui faites le partage d'écran là, pour la Oui, présentation.
Oui, mais juste avant le partage d'écran, je remercie Ryan pour la promotion qu'elle m'a accordée, mais une petite correction. Je suis expert conseil à la direction générale, mais je n'ai pas, je n'ai pas encore le statut Désolée. de directeur général et je n'y aspire pas. Trêve de blague. Donc, est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Oui, c'est très bien, Monsieur Juste mes Deconinck. collègues me confirmer. Alors, l'image que vous avez devant vous, ce n'est pas l'image du projet dont on va parler plus précisément. C'est une image qu'on utilise pour chacune des présentations. C'est un projet de logement social qui est à la limite de Beauport et du quartier Mézeray. Bien sûr, vous êtes ici pour un projet spécifique, mais l'expérience nous a montré à travers les assemblées publiques que si on se contente juste de parler du projet spécifique, on passe à côté de quelque chose. Et il est important de parler des enjeux plus globaux auxquels on fait face collectivement et les responsabilités de la ville vis-à-vis l'ensemble de sa population et plus particulièrement des gens qui rencontrent des défis plus importants, donc pour lesquels le logement social est une réponse significative. Alors, vous suivez l'actualité, bien sûr, comme tout le monde. Vous savez que depuis plus d'un an, peut-être bientôt même 2 ans, on parle d'une crise du logement. Je ne reprendrai pas chacun des chiffres que vous voyez à l'écran. Celui qui est le plus important, c'est celui qui est à gauche. Le taux d'inoccupation des logements locatifs est de 0,8 en octobre 2024. C'est le plus bas au Québec. La Ville de Québec a le taux d'inoccupation le plus bas. On évalue là, que pour que le marché soit équilibré, il faut un taux d'inoccupation autour de 3 Et par conséquent, les gens qui ont besoin de se trouver un nouveau logement ou de se relocaliser, à un taux d'inoccupation de 3 les chances sont assez bonnes. À 0,08, vous voyez bien sûr que c'est problématique. C'est d'autant plus problématique que ce taux-là est encore plus bas pour les logements abordables ou les logements sociaux ou les logements à loyer modeste. Et on est face à une population qui, généralement, a encore plus de difficultés quand vient le temps de se chercher un logement dans des périodes difficiles. Autre chiffre important, vous voyez en bas, plus de 2800 ménages en ce moment sont inscrits sur la liste de l'Office municipal d'habitation pour obtenir un logement subventionné. Le chiffre a augmenté dans la dernière année, à 2500, il n'y a pas tellement longtemps. Et ce chiffre-là est lui-même une sous-évaluation parce qu'il y a des gens qui ont des besoins, mais qui ne savent pas comment s'inscrire. Donc, dans les faits, les gens qui sont en besoin de logement social, c'est plus important que... Et on évalue que plus de 30 000 ménages locataires à Québec consacrent plus de 30 de leurs revenus aux frais de logement. Et on évalue que quand on consacre plus que 30 de ses revenus à ses frais de logement, bien, le risque d'endettement est important, puis les difficultés financières s'amplifient. Puis dans certains cas, on parle de gens qui consacrent 50, voire même des fois 60-70 de leurs revenus au logement. Tout ça pour dire que l'enjeu du logement est particulièrement significatif et qu'il est de plus en plus difficile de se loger, principalement pour les personnes qui sont à faible revenu. Et bien, la Ville, donc, s'est engagée à aider ces ménages et a une responsabilité pour s'assurer de répondre aux besoins des ménages qui rencontrent plus de défis importants. Excusez-moi, ma souris est coincée dans... Il faut que je change d'écran. Ce ne sera pas long. L'autre enjeu, c'est, au-delà de la question du logement, la question du vieillissement de la population. Le projet d'aujourd'hui, c'est de ça qu'il est question. Alors, vous voyez que sur une période de 15 ans, si on fait une projection, la population de plus de 65 ans va augmenter de façon continue entre 2025 et 2040. Mais ce qui est particulièrement frappant, c'est si vous regardez dans la partie du bas, la partie plus foncée, c'est chez les 75 ans et plus. Et on évalue que sur cette période de 15 ans-là, c'est plus de 30 000 personnes de plus de 75 ans qui vont habiter sur le territoire de la Ville de Québec. Et les économistes évaluent qu'idéalement, pour faire face à ce défi-là, il faudrait ajouter dans les prochaines années entre 450 et 500 unités pour une population aînée. Simplement pour faire face au défi de la croissance démographique. J'ai oublié de rappeler aussi, quand je vous ai parlé tout à l'heure, pourquoi est-ce que c'est la Ville de Québec qui a le taux d'inoccupation le plus bas. Ce n'est pas parce qu'on travaille moins bien à la Ville de Québec, c'est parce qu'on est victime de notre succès. C'est une des villes qui a connu la croissance démographique la plus importante. On continue. Excusez-moi, un petit problème avec ma souris qui se promène.
fait des petites affaires que j'aime pas. Bon, parfait. C'est dans ce contexte-là que la Ville s'est dotée, il y a 2 ans, d'un plan accéléré de mise en œuvre de sa vision d'habitation qui vise à construire 80 000 nouveaux logements sur l'ensemble du territoire de la Ville de Québec d'ici 2040. Pas uniquement des logements sociaux, mais on sait qu'en augmentant l'offre pour toutes les catégories de personnes qui cherchent du logement, ça rend d'autant plus facile pour les gens qui sont à faible revenu l'obtention d'un logement, un loyer à un coût raisonnable. Et sur cette cible-là de 80 000 nouveaux logements, on souhaite construire plus de 500 logements sociaux par année. En 2024, on est assez content des résultats, puisque ce chiffre-là, on l'a dépassé de façon significative, mais il y avait un retard accumulé depuis quelques années parce qu'entre 2022 et 2024, le gouvernement du Québec n'a presque pas investi en budget pour la création de nouveaux logements sociaux. Maintenant, il y a souvent de la confusion autour du concept de logement social. Et petit exercice juste pour clarifier les choses. Dans un premier temps, distinguer le logement du loyer. Le logement, c'est l'endroit où on habite. Donc, quand on parle de logement social, on parle de l'endroit où on habite. Quand on parle de loyer, c'est le montant qu'on a à payer pour demeurer dans un logement social ou dans un logement régulier. Alors, le logement social à proprement parler, donc l'endroit où on demeure, c'est une propriété publique, soit celle de l'Office municipal d'habitation ou une propriété communautaire, c'est-à-dire une coopérative d'habitation ou un organisme à but non lucratif. Tous ces organismes-là visent une finalité sociale, c'est-à-dire qu'elles peuvent faire des surplus, tant mieux, parce qu'on veut quand même viabiliser les projets, mais ces surplus-là sont réinvestis automatiquement dans la mission. Donc, il y a la possibilité de bonifier le projet avec les années et surtout de relever les défis associés à des édifices qui peuvent vieillir, par exemple. Les gens ont souvent tendance à confondre logement social et HLM. Il est important de rappeler que oui, les HLM font partie du parc de logement social, mais il ne se construit plus de HLM au Québec depuis 1994. On connaît des HLM qu'on voit un peu plus souvent dans l'actualité, les appartements Saint-Pédis, Place de la Rive, qui sont des gros complexes, dans certains cas de 300, dans le cas de Saint-Pédis, de plus de 450 logements. Donc, il ne se construit plus d'HLM. Ces HLM continuent d'être opérés mais par l'Office municipal d'habitation, mais l'Office municipal d'habitation continue, lui aussi, comme d'autres, de développer d'autres types de projets de logements sociaux. Et l'autre élément important, c'est qu'on parle d'une prise en charge collective, c'est-à-dire que la communauté est mise à contribution pour développer ces projets-là, et il y a une implication des locataires, soit en amont du projet, dans la phase de réflexion, soit qui vont siéger sur le conseil d'administration, où il va y avoir des assemblées de locataires, où les locataires sont mis à contribution, ce qui est différent de ce qu'on retrouve dans une partie du marché privé à but lucratif. Et ensuite, on retrouve 2 types de loyers. Les loyers subventionnés, ça c'est pour les ménages à très faible revenu, des gens qui, quel que soit le coût réel du loyer que le propriétaire a assumé, vont payer en termes de loyer uniquement 25 % de leurs revenus. Et la différence entre ce 25 % et le loyer réel va être assumée par le gouvernement et la Ville qui en assume la différence. Et c'est l'Office municipal d'habitation qui évalue si quelqu'un est éligible à un loyer subventionné. Si ce n'est pas un loyer subventionné, ça peut être un loyer abordable. Ce n'est pas un loyer donc où la personne paie le loyer réel, mais on s'assure que ce loyer est inférieur au loyer médian dans le secteur. Alors, si on habite en logement social, on peut avoir soit un loyer subventionné ou un loyer abordable, et dépendant des projets, les pourcentages varient. Maintenant, le logement social, et c'est documenté de longue date, vous voyez très finement dans le bas là, un certain nombre de sources. Il y a une abondante documentation, beaucoup de recherches, littérature scientifique aussi sur l'importance et l'impact du logement social. Bien sûr, c'est une des façons les plus significatives pour contribuer à réduire les inégalités sociales. On sait tous que dans un budget, le poste logement est le poste qui est le plus difficile
sur lequel c'est le plus difficile d'agir dans des périodes difficiles. Donc, réduire les impacts du coût de loyer sur un revenu déjà modeste, c'est une façon concrète de réduire les inégalités sociales. C'est un des principaux déterminants de la santé, c'est bien documenté par la santé publique. Et c'est important aussi, notamment dans le cas d'un projet comme aujourd'hui qui vise les aînés, le logement social, c'est du logement de qualité, c'est du logement sécuritaire qui contribue à rassurer des populations qui peuvent des fois se sentir plus vulnérables. C'est le cas des aînés, c'est le cas de projets pour des adultes avec une déficience physique ou une déficience intellectuelle, c'est le cas de certains projets pour des femmes qui vivent des difficultés. Donc, l'enjeu du sentiment de sécurité est significatif. La carte suivante pour vous montrer que, bien sûr, il y a une certaine concentration, plus grande concentration. Il y a 18 000 unités de logements sociaux sur le territoire de la ville. Il y a une plus grande concentration. Chacun des points, c'est soit un projet de coop, un OBNL, la SOMAC, qui est un organisme qui est géré par l'OMH ou l'OMH lui-même. On voit une plus grande concentration dans la cité Limoilou. On voit que l'arrondissement des Rivières est le deuxième arrondissement où on en trouve le plus. Ce qui est important à travers cette carte-là, c'est de vous montrer que des projets de logements sociaux, contrairement à certaines idées reçues, ce n'est pas uniquement dans les quartiers centraux de Québec, même si c'est une plus grande concentration dans les quartiers centraux, c'est partout sur le territoire de la Ville de Québec. Et la Ville a une responsabilité aussi par rapport à l'équité. L'erreur, souvent, c'est de penser qu'en construisant un projet de logement social en périphérie, on déplace des populations à faible revenu. Non, au contraire, il y a des populations à faible revenu partout sur le territoire de la ville, que ce soit à Beauport, que ce soit en Haute-Saint-Charles, que ce soit dans des rivières, dans Sainte-Foy-Sillery ou dans Charlesbourg. Il y a un retard historique aussi qui explique cette plus grande concentration dans la cité Limoilou, c'est que beaucoup des municipalités de banlieue, avant les fusions municipales en 2002, n'investissaient pas dans le logement social, et c'était principalement la Ville de Québec. C'est pour ça aussi que dans Des-Rivières, il y en a un petit peu plus que dans les autres, parce qu'on se rappelle que Des-Rivières, une bonne partie des Rivières faisait partie du territoire de l'ancienne Ville de Québec. Alors, encore une fois, des projets de logements sociaux comme ceux qu'on va vous présenter aujourd'hui, ils s'en développent un peu partout sur le territoire. Et vous avez des exemples dans différents arrondissements, des habitations Marie-Clarisse qui sont à Limoilou, un projet de 106 logements avec une mixité de clientèle, des familles, des adultes avec une déficience intellectuelle, des familles monoparentales. Vous avez le projet des Roses, 54 logements dans Charlesbourg. Vous avez dans l'arrondissement des Rivières, plus particulièrement dans le quartier Vanier, projet du groupe Audrey, où il y a des logements pour des familles avec des familles et des personnes à mobilité réduite. Donc, il y a une diversité de projets de logements sociaux avec à chaque fois un design très différent, un petit peu partout sur le territoire. Sur ce, je passe la parole à mon collègue Frédéric Chartier, qui va vous parler plus précisément du projet dont il est question ce soir. Tu me dis quand changer les diapos, Fred. Oui, tu peux y aller. Merci beaucoup, Marc. Donc, je vous parle ce soir d'un projet potentiel et du contexte dans lequel ce projet-là a été développé et sera développé là, sur le site choisi. Donc, à la prochaine acétate, on verra, en fait, le concept, c'est le concept de Mission Unité Aînée. Mission Unité Aînée est né c'est un OBNL qui est né essentiellement de Luc Maurice, qui est du groupe Maurice. Donc, il a développé cet OBNL-là dans l'objectif de créer du logement abordable à faible coût. À faible coût au niveau de la construction également. Donc, l'idée de Mission Unité Aînée, c'est de développer des projets libres d'hypothèque, donc avec la collaboration financière de la SHQ et des villes et de l'OBNL qui l'a créé, donc de créer un bâtiment qui n'aurait pas d'hypothèque, donc pour permettre des logements plus bas. Lorsque la Mission Unité Aînée a terminé la construction du bâtiment, il transfère la propriété à un OBNL. En l'occurrence, ici, ce serait la SOMAC qui gérerait le bâtiment suite à la construction. La SOMAC qui est la Société municipale d'habitation Champlain,
qui est géré actuellement par l'OMHQ. Donc, c'est l'OMHQ qui exploiterait le bâtiment une fois construit. La mission Unité également fournit un 500 000 de fonds de réserve. Ils assument tous les dépassements de coûts lors de la construction des travaux. Donc, ils prennent vraiment en charge toute la construction. Et c'est un projet qui doit voir le jour dans les 24 mois suite au début de la signature de l'offre avec la Ville. Donc, essentiellement, Mission Unité a approché la Ville de Québec pour faire une phase 2. Donc, il y a déjà une phase 1 qui a été réalisée l'année dernière, pas à Québec, mais dans d'autres municipalités avec des plans similaires. Donc, on connaît bien l'implantation du futur bâtiment puisque les plans sont réutilisés à peu de choses près d'une ville à l'autre. Donc, la Ville a été approchée pour faire un projet cette année. C'est important, je parle à l'imparfait parce qu'on n'a pas, on n'a pas encore la confirmation du financement de la SHQ pour le financement de ce projet-là. Par contre, on peut penser là, qu'il y aura du financement dans les prochains mois à ce sujet-là. Puis, en fait, l'idée ici, c'est que la Ville met en place toutes les conditions optimales pour la réalisation du projet pour qu'il se fasse de façon rapide, parce que ça fait partie des exigences de la SHQ et de Mission Unité. Donc, c'est un petit peu l'objectif. Donc, on prépare le terrain pour un éventuel projet qui n'est pas encore confirmé, mais qui devrait l'être dans les prochains mois. Donc, si on passe à la prochaine, je vous montre essentiellement le projet un peu plus en détail. Donc, on parle d'un projet de Mission Unité, comme je l'ai mentionné. Le financement demeure à confirmer. L'organisme porteur sera la SOMAC. Donc, c'est l'OMHQ qui va gérer ce projet-là. C'est un projet d'une valeur d'environ 35 millions de dollars. C'est 100 unités de logements sociaux. Il y a des studios, des 3,5 et des 4,5 dans un pourcentage qu'on voit à l'écran. Et les loyers sont situés entre 650 et 950 $ selon la typologie, donc ils sont inférieurs au marché. Donc, ils rentrent dans la catégorie de logement abordable. De loyer abordable, je devrais plutôt dire. C'est un bâtiment de 6 étages, 30 cases de stationnement extérieur. Au niveau des aires vertes, on respecte les normes en vigueur. Puis, il y a une plantation de 22 arbres minimalement qui doivent être faits sur le terrain. Donc, on maintient un couvert forestier quand même important. La clientèle cible, on l'a dit tout à l'heure, c'est les personnes âgées autonomes de 65 ans et plus. Et on vise un début de chantier en septembre 2025, toujours conditionnellement au financement de la SHQ. C'est un chantier qui devrait durer environ 12 mois. À la prochaine, bon, ce qu'on peut voir ici, c'est la localisation du terrain qui a été ciblée. Il y a eu énormément de recherches de terrain qui ont été faites sur le territoire de la ville. On connaissait l'implantation, il y avait certaines caractéristiques, plusieurs critères à respecter. Ça a pris plusieurs mois avant de trouver ou de déterminer cet emplacement-là. On comprend qu'il n'y a pas un terrain parfait sur le territoire de la ville de Québec, mais celui-ci avait beaucoup d'avantages. Il est situé notamment proche du parc Chauveau. Donc, on peut voir à droite le plan directeur du parc Chauveau à tous les sentiers, tous les aménagements avec le pavillon qui est sur le coin Chauveau-Saint-Jacques. Donc, c'est une belle proximité et c'est un terrain qui est vague actuellement, qui est, on pourrait dire, pratiquement en friche. Là. Donc, il n'y a pas d'aménagement, il n'y a pas de construction, il n'y a pas de sentier sur le lot qui a été déterminé comme tel en bordure du boulevard Saint-Jacques. Donc, c'est une belle utilisation de ce site-là. Là. Si on passe à la prochaine, c'est encore des vues du site. Là. Probablement que les gens ici ce soir sont familiers avec la localisation. Donc, le projet se situe à la jonction de la fourche de la piste cyclable sur le boulevard Saint-Jacques. Donc, si on passe à la prochaine, j'ai ici une petite implantation qui donne une idée préliminaire de ce à quoi pourrait ressembler l'implantation du site. Donc, la réglementation, comme je l'ai dit tout à l'heure, prévoit la plantation de minimum 22 nouveaux arbres. Donc, j'en ai mis sur le plan, là, on peut voir un petit peu la délimitation. Notamment, c'est requis que les arbres soient plantés au pourtour du stationnement. Également, il y a un débarcadère de prévu, donc pour pas bloquer le boulevard Saint-Jacques s'il y a des déménagements ou du transport de personnes. C'est un bâtiment rectangulaire de forme assez standard, donc il n'y a pas vraiment de particularité par rapport au bâtiment comme tel. La ville aussi, on avait fait au départ un grand rectangle, donc là, finalement, on est venu exclure ce qu'on voit en bleu, la zone exclue du lot, là, parce que c'était principalement forestier, puis on voulait
conserver le maximum de couverts forestiers sur le terrain. Donc, l'autre modification qui va être faite, c'est la piste cyclable qui se rend sur le boulevard Chauveau, donc parallèle au boulevard Saint-Jacques, va avoir un nouveau marquage piéton et vélo pour permettre aux piétons de se rendre sur le boulevard, dans le parc ou peu importe le boulevard Chauveau. Et également, les travaux devraient débuter cet automne, donc se terminer à la fin 2026. Et le RTC nous mentionne qu'il y aura un service de Flexibus qui va être en vigueur à partir de 2027 pour le transport, pour faciliter le transport et la mobilité, notamment de ces personnes-là et des gens du secteur, là. Donc, pour se rendre aux différents points d'autobus ou même des services de proximité, là. Donc, il y aura ce mode de transport en commun-là qui va être offert aux résidents. Sinon, la prochaine, je passerai la parole à ma collègue Joëlle pour la modification réglementaire. Le bout intéressant, comme j'aime dire. Pour la mise en œuvre de ce projet-là, la Ville doit être en mesure de délivrer un permis qui est conforme à la réglementation. On vient vous voir ce soir parce que le lot qui est ciblé pour cette construction-là n'a pas le zonage adéquat pour permettre l'habitation. Alors, ce soir, nous sommes la suivante, s'il vous plaît, M. Deconinck. Ce soir, nous sommes en séance d'information dans notre cheminement. Là, c'est la portion centrale. L'avis de motion a été donné le 3 juin dernier et l'adoption finale du règlement sera là, à la mi-juin pour une entrée en vigueur là, quelques jours plus tard. Pour modifier le zonage, on utilise un article de la Charte de Québec qu'on appelle le 74-4 pour la bonne raison que c'est son numéro. C'est des pouvoirs spéciaux qu'a octroyé le gouvernement provincial qui ont donné aux municipalités pour permettre la construction d'habitations qui sont destinées à des personnes ayant besoin d'aide, de protection, de soins ou d'hébergement, notamment dans le cadre de logement social. Le recours à cet article, comme on vous l'a déjà dit, permet à la Ville de Québec de remplir sa mission sociale. La particularité, on va le voir à la diapo suivante, ça vise un lot seulement, la modification. Le nom du règlement modificateur, c'est le RAVQ 1797. Si vous voulez le retrouver, faire des recherches, faites vos recherches en ce sens. Mais il va être disponible sur la page de la modification réglementaire sur le site Internet. C'est un règlement spécial qui tire ses pouvoirs de la Charte de Québec. Il relève du Conseil d'agglomération et il n'est pas susceptible d'approbation référendaire. Le règlement, je vous l'ai dit, ne vise que le lot visé et non l'ensemble de la zone. On vient faire un texte réglementaire qui vise le lot où on vient dicter ce qui est autorisé. On peut dicter ce qui n'est pas autorisé, ce qui est prohibé, mais dans ce cas-ci, on vient dicter ce qui est autorisé. La suivante. Dans la colonne de droite, c'est ce que propose la grille de zonage actuelle. On est dans un zonage là, qui se frotte un peu là, au parc avec le lieu de rassemblement, le parc de véhicules récréatifs, évidemment les parcs, les équipements récréatifs extérieurs de proximité. Et il y a une section aussi qui autorise l'espace de conservation naturelle. Si on veut permettre la construction du bâtiment, mais le règlement qu'on vous présente ce soir, la modification, permet d'avoir du logement et de l'habitation avec services communautaires. Au niveau des autres normes aussi, il y a quelques ajustements. La grille actuelle prévoit une hauteur maximale de 12 mètres, une marge avant de 11, une marge arrière de 11 mètres et elle vient dicter une superficie maximale de l'eau. Pour permettre le projet, on autorise que la hauteur puisse excéder 12 mètres
sans toutefois dépasser 6 étages. On vient réduire un peu la marge avant 10 mètres ainsi que la marge arrière. Et puis, on ne vient pas déterminer là, de superficie là, de l'eau maximale. Je vous rappelle que le projet, au niveau de la réglementation là, d'urbanisme, va prévoir l'accueil d'un minimum de 22 arbres sur le site. Et c'est terminé pour la modification réglementaire. Est-ce que vous m'entendez? Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup pour la présentation. Donc, comme Madame Carpentier l'expliquait, c'est un projet donc de logement social, donc qui est donc soumis à un règlement spécial qui permet d'aller de l'avant, donc sans consultation publique ni approbation référendaire. Puis donc, la séance d'information n'était pas obligatoire, mais la ville, on a quand même décidé d'en faire une quand même. Donc, c'est vraiment une séance d'information. Puis aujourd'hui, on est comme 24 personnes, mais on voulait aussi vous rappeler en fait la démarche qu'on a faite pour essayer de rejoindre les personnes qui résident dans le secteur. Donc, on y a eu une distribution d'environ 500 cartons d'invitations dans le secteur. Il y a également eu des invitations au conseil de quartier. Il y a d'ailleurs 4 personnes du conseil du quartier qui se sont présentées. On a également envoyé des courriels d'invitation aux organismes communautaires du secteur. Puis finalement, ben, l'information est également disponible sur le site de la ville dans la section participation citoyenne. Donc, on va avoir maintenant une période de questions de 45 minutes. Donc, comme je l'expliquais au début, c'est à l'aide de l'outil Q&A que vous pouvez voir en haut. Donc, vous pouvez écrire justement vos questions. Si jamais le Q&A ne fonctionne pas, ben, vous pouvez toujours lever votre main, puis après, on pourra faire en sorte là, que vous puissiez ouvrir votre micro, puis votre caméra. Puis, si jamais je ne crois pas en avoir vu, mais si jamais il y a des personnes qui se sont connectées avec leur cellulaire, ben, vous pouvez appuyer sur étoile 5 pour lever la main ou étoile 6 pour ouvrir le micro. Puis donc, comme je le disais plus tôt aussi, quand j'avais présenté Héloïse, donc on va animer la période de questions ensemble. Puis on peut commencer dès maintenant. Donc, avec une première question de Jean-Yves Gagnon qui demande, donc il demeure en fait à proximité là, du projet, puis il constate en fait qu'il n'y a aucun service qui est accessible à pied. Donc, il demande en fait à la ville s'il y a eu une réflexion là, d'un site qui serait plus souhaitable à côté de services de proximité. Oui, ben en fait, je peux répondre. Oui. Oui, il y a énormément de sites qui ont été considérés dans l'analyse pour ce projet-là. On est conscient que à pied, ça peut être plus difficile d'avoir accès à tous les services. Comme je l'ai mentionné par ailleurs, il y a un service de Flexibus qui va être en vigueur au moment où les résidents vont entrer ou pratiquement dans l'immeuble, ce qui fait que ce service-là permet aux gens de demander un service d'accompagnement, même pour aller à l'épicerie, pour aller à la pharmacie. Donc, ce n'est pas uniquement pour se rendre à un arrêt d'autobus, le programme Flexibus, ce qui fait qu'il y aura cet accompagnement-là. Par ailleurs, il y a pas de, il y a quand même à tout le moins un environnement très intéressant autour de ce futur bâtiment-là, c'est-à-dire le parc notamment. Donc, effectivement, c'est pas au niveau de la proximité des services, ce n'est pas le projet qui a la meilleure localisation. Par contre, il y a beaucoup d'avantages à cette localisation-là qui ont été considérés dans l'analyse des différents terrains potentiels, puis c'est celui qui cochait le maximum de cases. Super, merci beaucoup. Puis en fait, M. Gagnon, il y avait comme deux questions, mais la question était en lien avec les services de proximité puis le choix du site. Puis je vois qu'il y a une main levée, Madame Annie Goulet. Donc, je vais vous afficher à l'écran. Puis normalement, vous pourriez, c'est ça, ouvrir votre micro pour poser la question. Oui. Puis simplement ouvrir votre micro. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne, on vous entend. Oui, bonjour. Alors, j'ai aucune difficulté par rapport à ce projet-là.
Je demeure sur le boulevard Saint-Jacques. Alors, je voulais savoir, ma première question est, pourquoi faire une consultation si j'ai vu au conseil municipal que l'ensemble du projet a été accepté? Alors, je demeure face au parc Chauveau. Alors, j'aimerais savoir, bon, j'avais la première question concernant la consultation. Ma deuxième question est, c'est un environnement très, très occupé au niveau du trafic. Il y a eu des modifications qui ont été faites au parc Chauveau, mais concernant l'environnement, il n'y a pas vraiment d'accès ou d'arbres plantés. Donc, je me questionne un peu sur vos 22 arbres là, que vous voulez projeter. Donc, il y a comme un espace. Moi, j'ai aucune objection versus ce projet-là. Je considère que les personnes qui sont à loyer modique ou qui vivent des situations difficiles doivent avoir le support qu'ils nécessitent, mais on dirait que c'est comme on a choisi un terrain de la ville, il est libre, puis on le met là. Mais il n'y a pas de service ici. Là, je comprends que vous voulez mettre un métrobus et tout ça, ou un accès pour le bus. Il n'y a pas de service, c'est une voie à double sens, c'est extrêmement passant, c'est vraiment, écoutez, c'est difficile de vivre sur cette artère-là parce que les gens roulent très vite. Je pense que le boulevard Saint-Jacques a déjà été mentionné comme problématique pour les gens qui vivent et qui vivront face à ce projet-là. Alors, ce sont mes questionnements. Alors, Je vais y aller, Ariane. merci. Merci, Mme Goulet, pour votre intervention et vos questions. Beaucoup de choses. Ça se peut que Oui. j'en oublie en cours de route, vous me ramènerez à l'ordre. Commençons par votre premier commentaire. Pourquoi une consultation compte tenu qu'on n'est pas tenu de le faire? Ma collègue Joëlle vous l'a bien expliqué. Effectivement, l'article 74.4 dispense la ville, et d'autres villes ont des articles similaires dans leur charte, dispense la ville de l'obligation d'aller en consultation ou d'aller en référendum. Ce qui n'empêche pas qu'à la Ville de Québec, systématiquement, lorsqu'il y a des projets de logements sociaux ou d'autres types de projets, des fois pour lesquels on pourrait appliquer 74.4 et on pourrait se dispenser d'une activité de consultation, on s'impose la discipline d'aller quand même en assemblée d'informations, par souci, dans un premier temps, de transparence et de reddition de comptes à l'ensemble des citoyens. C'est sûr que dans une des diapos que j'ai montrées au début, la Ville elle a une responsabilité par rapport au développement du logement social pour répondre aux besoins de citoyennes et citoyens qui sont à plus faible revenu, mais elle a aussi une responsabilité vis-à-vis de l'ensemble de ses citoyens de les mettre au courant des enjeux de développement dans leur secteur. Donc, elle applique systématiquement cette règle-là, d'aller en assemblée d'informations pour permettre aux gens des fois de poser des questions. Et même s'il n'y a pas référendum, il est important de dire que dans certains cas, il y a des ajustements qui sont apportés entre l'assemblée d'informations et le développement final du projet. Donc, ce dialogue-là avec la population et les citoyennes, il est important. Par rapport à la question de la localisation, mon collègue Frédéric l'a évoqué tout à l'heure. J'oserais même dire que c'est un grand blues chez les gens qui développent des projets comme ça. Tous les terrains, on a un collègue de l'OMH qui est ici, Candido Diaz, qui travaille activement à développer des projets. L'enjeu du terrain, c'est toujours un des enjeux les plus complexes. Comme Frédéric l'a dit, le terrain parfait, il n'existe pas. Il faut toujours chercher qu'est-ce qui répond le plus à la réalité spécifique du groupe qu'on essaie de rejoindre. La question des services, M. Gagnon l'a posé tout à l'heure, l'accès aux services, c'est une très bonne question. Avec le Flexibus qui va passer, ça va répondre en partie à cette réalité-là. Mais l'autre enjeu qui est majeur aussi, notamment quand on parle de projets pour les aînés, c'est des milieux de vie de qualité. Or, ce terrain-là, il offre un milieu de vie de qualité. On entend ce que vous dites sur
le boulevard Saint-Jacques, mais en même temps, c'est quand même très révélateur que dans les dernières années, il s'est développé des ensembles de condos assez chics en face. Généralement, quand ces condos-là se développent à un endroit donné, c'est généralement parce que c'est un milieu aussi qui est apprécié. Donc, la ville ne fait pas du logement à rabais sur des terrains moins intéressants pour les populations qui ont besoin de logement social. Donc, on va choisir des terrains d'aussi bonne qualité que pour d'autres projets à but lucratif. Par ailleurs, vous avez raison qu'il y a des enjeux pour le développement et puis pour s'assurer que les services puissent être rendus possibles. C'est pour ça que le promoteur, en l'occurrence l'OMH et la SOMAC, vont travailler avec des partenaires. Il y a eu des discussions avec le RTC pour qu'il y ait une meilleure desserte éventuellement du côté du transport en commun. Je ne sais plus si ça fait le tour de toutes vos questions. Y avait-il quelque chose que j'ai échappé, Ryan? Non, c'était pas mal ça. Puis il y avait. Est-ce que ça vous répondait bien à votre question, Madame Goulet? Ben, il y avait l'enjeu de l'environnement parce que vous dites on va développer le parc Chauveau. Bon. À part des terrains vagues et tout ça, il y a beaucoup de construction, on aménage le terrain, il ne se passe pas grand-chose au niveau des arbres, au niveau de l'environnement. Et c'est un endroit très, très pollué et il y a beaucoup, beaucoup de circulation et d'enjeux de sécurité que j'ai déjà manifesté dans le passé au niveau du service de la police, mais il semble qu'il ne se passe pas grand-chose. Donc, mais je pour le voulais vous le terrain, mentionner parce que la rue n'est pas large. Puis là, on veut implanter des gens qui vivent soit avec des difficultés de mobilité et tout ça. Et je ne trouve pas que l'environnement est sécuritaire et tout ça. Fait que vous Donc, vous êtes inquiète dans le fond pour les gens ouais. qui vont éventuellement rester là. Ben, Merci je suis pour inquiète pour vos... moi-même. Je suis inquiète pour Oui. moi-même parce que je demeure sur le boulevard et je pense que c'est l'inquiétude de bien des gens qui vivent là. Puis je me dis, ben, les gens qui vont vivre là, ils vont être cloisonnés dans un environnement qui n'est pas sécuritaire actuellement et que je doute qu'il soit ultérieurement. Merci. C'est ma position. Merci à vous de m'avoir écouté. Oui, je vais Merci, vous retourner dans le public à l'aide d'un clic si je suis capable. C'est comme ça? Oui. Oui, ça a dû fonctionner. Donc, on a quelques mains levées, mais on avait aussi des questions écrites. Donc, on va un petit peu alterner questions écrites, mains levées. Donc, on avait une question de Monsieur Jean Rochette, qui en fait a une inquiétude par rapport à l'espace de stationnement. Donc pour lui, il lui semble que c'est peu, 30 espaces de stationnement pour 100 logements. Donc c'est ça, il est inquiet un petit peu à savoir s'il n'y aura pas assez de stationnement. Puis il se questionne s'il y a donc un ratio espace de stationnement et logement. Oui, puis je mentionne du même coup, Ryan, il y a une autre personne qui a fait la même question. Il y a Dan. Alors, on va répondre aussi à votre question, monsieur ou madame, en même temps. Là, il trouve que 30 l'espace, c'est peut-être pas suffisant. Puis il craint, dans le fond, ce qu'il craint, c'est un débordement dans les stationnements privés des immeubles autour. Puis il souhaite aussi offrir là, son appui aux commentaires de Madame Goulet là, qui vient d'être fait. Donc, on va répondre à ces deux questions-là en même temps. Je vais faire une pierre deux coups à ce moment-là. Concernant le ratio de cases de stationnement, dans le cadre d'un projet de logement social, le ratio minimum qui est exigé par la réglementation, c'est 0,25 cases par logement. C'est une case pour 4 logements. Dans ce cas-ci, on est au-delà du ratio. On a 30 cases pour 100 logements. On a 5 cases de plus. Pourquoi ce ratio-là existe? C'est normalement, c'est des clientèles qui ont moins d'accès à la voiture. Et puis, voilà, c'est juste vous dire qu'on est au-delà du ratio minimum. Peut-être un petit ajout là, aussi au niveau de l'exploitation, l'OMHQ, assurément qu'ils seront sensibles à cette réalité-là. Donc, dans le choix des locataires, dans le choix des gens qui vont y habiter,
C'est sûr qu'ils sélectionneront pas 100 personnes qui ont chacun leur voiture. À un moment donné, il y a une sélection qui se fait aussi au regard des espaces disponibles. Puis c'est un ratio qu'on voit dans le logement social en général, qui est même un petit peu plus élevé que, comme Joël l'expliquait, qui est, selon la réglementation, qui est un petit peu plus élevé que la réglementation dans ce projet-là. Donc, on pense qu'au niveau de l'exploitation, avec les discussions qu'on a eues avec l'OMHQ, qu'il n'y aurait pas de problème au niveau des stationnements. Super, merci. On a aussi une question de Madame Nancy Baudouin qui demande en fait s'il y a eu la planification d'une lumière de circulation pour la sortie là, du bloc là, du bâtiment. Pour la sortie, donc, pour Du que les gens projet. puissent accéder au bâtiment. Il n'y a pas de lumière qui est prévue actuellement en front du bâtiment, là. Donc, il y aura un arrêt, et puis c'est sûr que le boulevard Chauveau n'est pas très loin. Donc, j'imagine que la vitesse à ce moment-là est peut-être un petit peu moindre qu'un peu plus haut sur le boulevard. Mais pour l'instant, c'était pas prévu qu'il y en ait. Tous les projets évoluent dans le temps. Donc, est-ce que dans le futur, il y aura une traverse piétonne? Est-ce qu'il y aura des feux qui seront requis? Présentement, selon l'analyse qu'on en fait, ce ne serait pas requis, mais on verra à l'usage. Super, merci. On a une autre question de Monsieur Jean Rochette qui pose en fait à savoir est-ce qu'il y aura un trottoir qui va être construit entre l'immeuble et le parc Chauveau? Ben, en fait, comme je l'ai mentionné brièvement tantôt, à court terme, il y a un marquage qui va être fait sur la piste cyclable qui longe le boulevard Saint-Jacques, qui est actuellement une piste cyclable uniquement pour vélos. Donc, le nouveau marquage permettra la cohabitation entre les vélos et les piétons, comme on le voit dans différentes pistes à Québec. Et à moyen terme, il est question de réélargir cette voie-là pour permettre que les vélos et les piétons puissent cohabiter de façon plus facile, là. Donc, oui, effectivement, il y aura un chemin piéton là, qui va être prévu, pas un trottoir spécifiquement unique pour les piétons, mais ça sera une voie partagée. Super, merci beaucoup. On a une main levée, Madame Hélène O'Grady. Donc, je vais vous afficher à l'écran. Puis, vous devriez être en mesure maintenant d'ouvrir votre micro. Vous n'êtes pas obligé d'ouvrir votre caméra, par contre. Non, c'est ça. Vous pouvez juste ouvrir le micro si... Il semblerait avoir des petits problèmes. Ah, ok. Sinon, on aurait pu... Elle avait réussi. Bonjour, Madame O'Grady. On vous a entendu? Oui, oui. Est-ce que vous Ok. m'entendez? Oui, on Très vous bien. entend. Ma question, en fait, était par rapport au stationnement. Est-ce que vous avez prévu des stationnements pour ces gens-là qui auront des voitures, possiblement? Et ensuite, il y a énormément de trafic actuellement sur le boulevard Saint-Jacques. Et nous, on demeure en face de l'emplacement où vous voulez ériger vos 100 logements. Et on a déjà de la difficulté à sortir de là avec nos voitures, soit pour aller à droite ou à gauche du parc Chauveau, en fait, au nord ou au sud. Alors, c'est très, très difficile de circuler aux heures de pointe et spécialement le matin à l'heure des écoles et des écoliers, bien, qu'il y a eu énormément de circulation intense et en fin d'après-midi également. Et l'été, beaucoup de bruit avec les motos et les voitures qui prennent un peu le boulevard Saint-Jacques pour une piste de course. Alors, je ne sais pas, la présence policière, si elle va être intensifiée pour permettre aux gens d'être en sécurité. Alors, c'est ça ma question. C'est-tu Susan Valeur en vélo parc? Ben, Oui. je peux faire un... Honnêtement, là, je trouve, je comprends très bien le besoin de logements sociaux. C'est pas ça qui... mais
je trouve que c'est un espace vert qui va partir de la ville de Québec. Et le parc Chauveau est, à notre connaissance, le plus beau parc de la ville de Québec. Et là, il va y avoir une construction dessus de 100 logements qui va complètement enlever la vue que nous avons. Alors, je vois que c'est déjà tout décidé de toute façon. Je me demande, moi aussi, de la même façon qu'il y en a qui ont parlé de dire pourquoi vous faites une séance d'information. En fait, c'est pas une consultation, c'est juste pour nous informer. Alors, un gros merci à vous autres qui travaillez pour le communautaire, mais c'est un beau projet, mais malheureusement, c'est quelque chose qui va être détruit dans le parc Chauveau. Merci de m'avoir écouté. Merci, Mme O'Grady. Je vais revenir dans un premier temps sur votre question sur le transport, parce qu'on ne peut pas y répondre de façon précise, mais justement, quand je vous disais plus tôt, c'est une des raisons pour lesquelles, même si ce n'est pas des rencontres de consultation, c'est des rencontres d'information, mais il y a un dialogue. Vous êtes déjà plusieurs à être intervenus sur vos préoccupations par rapport à la circulation sur le boulevard Saint-Jacques, juste en face. Pour le bénéfice, là, plusieurs sont allés marcher le secteur, ça a été mon cas. Vous avez tout à fait raison, sur le boulevard Saint-Jacques, ça circule assez rapidement. Et comme vous êtes plusieurs à manifester cette préoccupation-là, la finalisation d'un projet comme celui-là, c'est un processus continu. Donc, il va y avoir des allers-retours entre les acteurs de la ville, le service des transports et de la mobilité intégrée, l'Office municipal d'habitation. Et ces analyses-là, nous, une assemblée comme ce soir, ça nous permet de faire valoir à nos partenaires, bien, il y a beaucoup de citoyens dans le secteur qui sont préoccupés par rapport à la circulation qui passe rapidement et le fait que c'est un projet pour des aînés. Donc, on prend bonne note de tout ça. Alors, encore, même si ce n'est pas une consultation, il y a quelque chose là d'intéressant. Important de dire, quand vous dites ensuite, on empiète sur le parc Chauveau, il y a vraiment un effort très précis qui a été fait de simplement empiéter sur ce qui est pour le moment une friche. La partie comme telle du parc Chauveau, qui est un fleuron, vous l'avez très bien dit, puis vous n'êtes pas la première à l'exprimer, que le parc Chauveau, c'est une des richesses du territoire de la Ville de Québec. Bien, l'intégrité du parc, elle est maintenue. Et rappelons-nous que les personnes qui vont habiter là vont aussi pouvoir profiter de cet environnement-là qui est très favorable. Je crois qu'on est à l'extérieur des limites du parc Chauveau. On l'a montré dans les diapositives tout à l'heure. Non, Joël, excusez-moi, c'est vraiment une partie qui appartient à la Ville de Québec, mais ça fait partie du parc Chauveau aussi. Mais le parc Chauveau, en tant que tel, n'a pas juridiction, parce que le parc Chauveau, eux autres, ils s'occupent uniquement des sentiers dans la forêt, là. Alors, mais pas du tout sur ce qui appartient à la ville. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté et je trouve ça regrettable de prendre un espace vert de la ville mais c'est un beau projet, mais peut-être pas au bon endroit. Héloïse, tu veux que je repartage l'image? Oui, peut-être le remontrer. Merci, madame, pour vos commentaires puis vos questions. On pourrait peut-être la remontrer pour le bénéfice de tout le monde pour qu'on situe peut-être les limites là, du parc Chauveau. Oui, En fait, la distinction à faire, c'est que le zonage. Tu me diras, Fred, si c'est la bonne oui, diapo ça serait à celle-là. montrer. Oui, ça serait celle-là. Je ne suis pas sûr. Attends, c'est parce qu'il faut la que partage. faut que je la mette. OK, voilà. Oui, exactement. Donc, effectivement, le zonage actuel de cette parcelle-là, qui est un grand triangle là, au nord de la rue Chauveau, est zoné parc. Mais comme on le voit dans la figure de droite, cette section-là ne fait pas partie du plan directeur du parc Chauveau. Donc, il n'y a pas d'aménagement, il n'y a pas de. Donc, l'utilisation de cette zone-là, elle n'est pas une utilisation de parc actuellement.
Donc, le zonage, effectivement, est un zonage de parc, mais le parc Chauveau comme tel, comme on l'entend, il est au sud de l'avenue Chauveau et tous les aménagements et le pavillon sont sur ce territoire-là. Donc, on vient essentiellement positionner le projet sur une partie, comme Marc le disait, qui est un peu une friche, là, si on veut, qui n'a pas d'aménagement, qui n'avait pas d'aménagement prévu dans cette section-là non plus. Donc, c'est un terrain vague, essentiellement. Mais vous n'avez pas tort de dire qu'il fait partie de la grande zone zonée parc, mais on considère qu'il ne fait pas partie du parc Chauveau parce qu'il n'y a aucun aménagement qui est prévu sur ce terrain-là, puis qui sera prévu non plus dans le futur, là. Merci, Frédéric. Je vais prendre quelques questions écrites. Donc, on a Maude Laplante qui nous dit qu'elle demeure en face du projet. Puis, elle fait sienne là, les préoccupations de Mme Goulet qui a parlé plus tôt en matière de dangerosité de la circulation. Elle mentionne là, que c'est déjà difficile de sortir du stationnement puis de s'insérer sur le boulevard Saint-Jacques. Il y a beaucoup de véhicules lourds et puis beaucoup de bruit, des camions qui circulent et qui utilisent leur frein Jacob. Donc, c'est dangereux. Je souhaite nous mentionner là, que c'est un secteur qui est assez accidentogène. Donc, voilà, je voulais vous partager la préoccupation. On a également une question de M. Gagnon, Jean-Yves Gagnon, donc revient sur la question là, du nombre de stationnements pour 100 appartements. Donc, il y en est prévu 30 pour 100 appartements. Il nous demande si on a pensé à réglementer le stationnement sur le boulevard Saint-Jacques, parce que pour l'instant, il n'y a pas de limitation à cet égard-là. Donc, il nous demande si on a pensé à ça. Ben, écoutez, comme on le disait, là, ça fait partie de toutes les réflexions qui sont en cours actuellement. Le bâtiment, là, on est vraiment en mode projet. On n'a pas le financement du projet encore. Donc, effectivement, on est en discussion, comme Marc le mentionnait, avec différents services de la ville pour déterminer là, dans quelle mesure la réglementation ou le trafic ou ce qui pourrait être fait là, sur le boulevard Saint-Jacques. Je n'ai pas une réponse exacte à vous donner, mais ça fait partie des enjeux et des considérations que la Ville a présentement dans l'analyse du dossier. Parfait. Merci, Frédéric. Avant qu'on passe à la question à la main levée, j'ai reçu des questions par courriel avant la séance ce soir. Au cas où ces personnes-là soient présentes ou soit la regardent en différé, je vais la poser. Donc, c'est des personnes qui étaient intéressées à avoir un logement dans ce projet-là. Donc, ils trouvaient que c'était un beau projet et avaient envie d'y habiter. Puis, elles souhaitaient savoir comment faire pour pouvoir éventuellement y habiter. Donc, je ne sais pas si on a la réponse dès maintenant, là, étant donné qu'il y a beaucoup d'incertitudes, mais est-ce qu'on le sait comment on devra faire pour obtenir un logement dans le projet? Ben, à court terme, en fait, il n'y a pas possibilité de postuler parce que, comme on le disait, le projet n'est pas encore canné, le financement n'est pas encore attaché. Lorsque ce sera le cas, puis le projet débutera, l'OMHQ de Québec va gérer la location des logements par le biais du registre partagé, probablement. Donc, oui, vous pouvez communiquer avec l'OMHQ lorsque vous verrez que le projet débute pour postuler pour avoir un logement dans le bâtiment. Donc, les personnes doivent être inscrites là, sur la liste pour le logement subventionné, doivent être sur cette liste d'attente-là? Pas? En fait, communiquer avec l'OMHQ, puis OK. l'analyse du dossier sera faite par l'OMHQ en fonction des revenus et de la situation de chaque personne. Parfait. Merci de la précision. Alors, Pour ceux pour qui ça passe vite, des fois les acronymes OMHQ étant Office municipal d'habitation de Québec, si vous tapez sur Google, là. Oui, merci de la précision pour l'acronyme. On a aussi une main levée. Alors, les fonctions ont changé depuis la dernière J'ai fois. affiché à l'écran, donc Oui, Monsieur Ben devrait être... Oui, voilà, ça fonctionne. on va pouvoir poser sa question. Bonjour. Bonjour à tous. Je suis désolé, moi, j'ai manqué le début de la présentation. Je n'ai pas pu me présenter à temps. Moi, ma question, là, c'est que je demeure au 94-20 rue de Mexico. OK? V'là une couple d'années, j'avais accès sur 2 belles fermettes. Puis finalement, il y a eu un projet d'Oasis 2 qui s'est présenté directement dans ma cour. Je n'ai pas pu rien faire malgré tout ce que j'ai essayé pour empêcher ce projet-là de se faire. Et puis là, la seule place où ce que je peux voir le parc Chauveau, ben, vous allez mettre un bloc sur
sur cette partie-là. Est-ce qu'il y a un moyen de faire empêcher ce projet-là? Parce que sérieusement, il commence à avoir beaucoup de monde dans le coin. Puis nous, quand on a acheté parce que justement, on avait une vue sur le parc Chauveau, puis il y a eu des règlements qui n'ont pas été respectés par la ville, puis que le gars il a réussi à faire passer son projet d'Oasis 2. Fait que vous voulez savoir là, ce que vous pouvez faire pour vous Oui. opposer ou c'est quoi les Oui. étapes? Ben, en fait, comme on l'expliquait, peut-être Joël réexpliquer là, un peu c'est quoi le processus normal parce qu'il n'y a pas d'approbation référendaire, c'est ça? Peut-être remettre la diapo avec l'article 74.4, puis ouais, micro. En fait, la meilleure chose que vous pouvez faire, M. Ben, c'est ce que vous avez fait ce soir, c'est de vous présenter à la séance d'information, puis partager votre avis, votre désaccord avec le projet. Cependant, comme on a expliqué en début de rencontre, la Oui. Ville utilise des pouvoirs spéciaux qui sont accordés par le gouvernement provincial en matière de logement social. La Ville peut faire un projet, là, prévoir un projet de construction sans que cette modification réglementaire-là soit susceptible d'approbation référendaire. Ça, là, c'est un jargon urbanistique, là, mais que ça veut dire que c'est pas opposable à un tiers. Fait que dans ce cas-ci, vous pouvez continuer de dire que vous n'êtes pas d'accord, le justifier, vous pouvez nous écrire, on va vous écouter là, assurément. Si je peux compléter pour aller Oui, plus on va loin par laisser rapport la à votre... parole à monsieur. Juste- Monsieur de Coninck, oui, allez, allez-y. allez, vous pouvez continuer, M. Ben. Je voulais juste apporter un complément à la question. OK, bien, sincèrement, je suis désolé d'avoir manqué le début, là, mais est-ce qu'il y a d'autres terrains d'où il y a la possibilité de construire ce projet-là? D'autres endroits? Alors, ça, je peux répondre en partie, mais je vais revenir aussi à l'essence de votre question. Puis encore une fois, des fois, il faut donner une perspective plus globale parce que, donc oui, il y a eu analyse de plein de terrains. Il faut comprendre que la Ville, pour viabiliser un projet comme ça, des projets de logements sociaux, on parle quand même d'investissements significatifs. Donc, il y a toutes sortes d'éléments qu'il faut prendre en considération, notamment là aussi la question des coûts d'acquisition du terrain. Donc, le fait que ce soit un terrain-ville, c'est un des éléments qui est important pour faire en sorte que ce projet-là, au final, puisse être construit à des coûts qui sont raisonnables et donc respecter les capacités de payer de la Ville et respecter éventuellement les capacités de chacun des citoyennes et citoyens aussi, là, payeurs de taxes. Par ailleurs, dans votre question, vous dites, et je vous comprends là, chaque fois qu'il y a un projet de nouveau complexe résidentiel, c'est sûr que le voisinage immédiat est déçu parce que le paysage change. On n'y peut rien. Où que ce soit en ville, quand on va construire un nouveau projet, le paysage va changer. Cela dit, dans certains cas, c'est beaucoup plus brutal que d'autres. Et comme l'a évoqué Joël, dans certains cas, il y a des citoyens qui se mobilisent. Par rapport à l'article 74.4, une réponse qui a été donnée plus tôt, ce qui est important, c'est, et là, on a vu quelques commentaires écrits. Je vais me permettre, si vous vous reconnaissez dans ce que je vais dire, ce n'est pas vous que je vise personnellement parce que c'est le genre de courriel qu'on reçoit à chaque projet. On est tout à fait pour le logement social. On est tout à fait pour un projet pour les aînés. C'est un très beau projet, mais vous pourriez le faire ailleurs. Ce qui fait que si on soumet les projets de logements sociaux à référendum, essentiellement, il ne se construira plus de projet de logement social sur le territoire de la Ville de Québec. On va se retrouver dans une forme de situation de discrimination systémique. Donc, c'est pour ça que le gouvernement, le législateur, a prévu des règlements particuliers pour permettre à la Ville d'agir. Alors, ce que vous avez manqué au tout début, c'est on a insisté sur la crise du logement en ce moment à Québec, qui est particulièrement aiguë, crise du logement qui touche plus particulièrement les personnes à faible revenu, qui ont de la difficulté à se trouver un loyer, un logement, à un loyer raisonnable. Le fait aussi que chez les aînés, c'est un enjeu particulièrement préoccupant. Si vous suivez l'actualité, vous savez aussi qu'il y a beaucoup de ressources personnes âgées qui ont fermé dans les dernières années. Donc, le véhicule du logement social est une façon intéressante de répondre à un besoin, là où des fois le marché privé est plus hésitant de s'investir. La Ville est confrontée à une obligation pour répondre aux besoins de l'ensemble de sa population de développer du logement social. Et on revient
au début de ma réponse, nécessairement, on va construire un projet dans un environnement où ça va modifier le paysage. J'ai quelques collègues avec moi, on a présenté un projet il y a à peine quelques semaines dans le quartier Mézeray. C'est exactement le même genre d'argument qu'on comprend très bien pour les voisins immédiats. Là. Ça va changer le paysage. Mais une ville où la population augmente de façon significative, il y a un bond démographique majeur à Québec. Si on veut faire face à ces défis-là de l'augmentation de la population, on n'a pas le choix de construire et de construire avec une plus grande rapidité que ce qu'on avait été capable de faire dans les dernières années parce que les budgets en logement social avaient été suspendus par le gouvernement du Québec. Alors, je comprends, si je me mettais à votre peau, vous pourriez dire, ouais, mais là, vous me faites le débat de société, moi, c'est en face de chez moi. Vous avez raison, c'est juste que en face de chez vous, c'est ce qu'on vit pour chacun des projets qu'on présente parce qu'encore une fois, le paysage change. Merci de la précision, M. Deconinck. M. Ben, j'imagine que vous n'avez pas à être d'accord, mais c'est l'explication qu'on a pour aujourd'hui. Pas une réunion pour s'ostiner non plus. Mais je voulais poser la question parce qu'à un moment donné, ça fait les gros condos là, qui se construisent de tout bord, de tout côté, puis les gros buildings. Je comprends, mais c'est bon. Merci beaucoup. Okay. Je vous retourne dans le public avec votre accord. En attendant, sinon, on a aussi une question écrite de Madame Maud Laplante, qui a des questions en fait par rapport aux arbres qui seront coupés et replantés. Donc, elle indique qu'il y a 22 arbres qui vont être replantés, mais elle se questionne sur le nombre d'arbres qui vont être abattus. Donc, elle veut savoir un petit peu la proportion. En fait, on a... Ah, ben vas-y, Joël. En fait, je ne sais pas si on allait dire la même chose, en fait. En fait, la réglementation prévoit qu'après la construction, il y ait 22 arbres sur le site. Ça comprend ceux qui seraient conservés et qui auraient survécu à la construction et ceux qui devront être plantés. Dans tous les cas, c'est un total d'un minimum de 22 arbres qui sont maintenus. Le minimum qui est maintenu. Exactement. Puis aussi, là, le règlement prévoit que ces arbres-là doivent ceinturer le stationnement. Donc, ça vient un petit peu cacher le stationnement en place qui serait construit. On n'a pas le chiffre exact du dénombrement d'arbres qui pourraient être coupés ni de l'âge des arbres. On est en cours d'analyse de ce côté-là là, pour déterminer exactement quel serait le nombre d'arbres. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, on a quand même soustrait au lot la partie la plus boisée là, du site pour préserver la canopée la plus grande là, sur le site. Super, merci beaucoup. Puis on a une main levée. À nouveau, donc Madame Annie Goulet. Donc, je vais vous afficher à l'écran. Puis j'arrive pas à ouvrir votre micro, donc ça sera à vous d'essayer. Là, je pense que vous avez relevé la main. Héloïse, Oui, ton micro bonjour. Bonsoir. Super, alors, j'ai tout entendu vos arguments et tout ça. Alors, j'aimerais que les engagements qui sont pris versus l'environnement et tout ça, et que Madame Véronique et Madame Patricia, nos conseillères, puissent mettre leur aval à ce projet-là parce que ce qu'on voit sur le parc Chauveau, c'est pas actuel, c'est pas actualisé actuellement, là, donc j'aimerais ça que on ait des confirmations parce que là, je sais que le projet va aller de l'avant, mais j'aimerais ça avoir des confirmations versus l'environnement et versus le trafic et tous les accès avec le RTC et tout ça. Merci à vous. Héloïse, ton micro.
Ben oui, comme une débutante, je laisse mon micro fermé. Je voulais remercier tout simplement Madame Goulet, puis inviter les personnes qui veulent partager d'autres commentaires. Si vous n'avez pas encore localisé l'outil, il est en haut de votre écran. C'est 2 petites bulles avec des points d'interrogation dedans. Donc, vous pouvez cliquer là-dessus, puis les questions vont vous être accessibles. Et il y a aussi également toute la liste des questions qui ont été posées ce soir qu'on a publiées dans cet outil-là. Sinon, comme ma collègue Ryan l'a dit, vous pouvez lever la main. Mais comme c'est moi qui ai levé la main. Comme on n'en a plus, on pourrait aller vers le mot de la fin. Là, je ne vois plus de questions ni de puis commentaires. puis peut-être juste, il y a une nouvelle question qui vient d'être posée par M. Ben qui demande s'il va y avoir du dynamitage lors de la construction. C'est une très bonne question. À ma connaissance, non, mais je ne peux vous le confirmer encore. Les études de sol sont en cours actuellement. Je ne sais pas si c'est un secteur là, en fait, il n'y a pas de stationnement souterrain, donc je dirais que l'excavation ne sera pas une excavation extrêmement profonde, donc je serais très surpris qu'il y ait du dynamitage. Super, merci beaucoup. Là, je ne vois pas d'autres En fait, pour questions. l'information, pour compléter, Oui. si vous permettez, dans les plans qu'on a vus, les plans préliminaires, qui est le modèle là, qui est reproduit dans différentes villes, il n'y a pas ni de stationnement souterrain, ni de sous-sol. Fait que ça minimise vraiment les probabilités d'avoir du dynamitage. Super, merci beaucoup. Donc, on a une question de M. Richard Gauthier. Donc, je vais vous afficher à l'écran. Vous pouvez donc ouvrir votre micro pour pouvoir poser votre question. Oui, J'entends du son, bonjour. oui. On revient tout le temps avec le stationnement, là, considérant le stationnement. Les visiteurs qui vont venir à cet appartement-là, sans appartement, sans même des visiteurs, ils vont se stationner sur Saint-Jacques parce qu'il n'y a pas de rue alentour pour accepter il n'y a pas pour accepter les stationnements des visiteurs. Alors, est-ce qu'ils vont aller au bloc d'en face, sur le condo qui a des espaces de libre, ou bien dans la rue Saint-Jacques? Ça, c'est moyen problème de stationnement de 100 logements. 30 places pour les résidents, mais les visiteurs vont être où? Dans la rue Saint-Jacques. Alors, ou aller au parc Chauveau, dans l'espace pour ceux qui vont marcher. Ça c'est quand même une petite distance, mais moi, je le ferais, là. Alors, c'est ma question. Parfait. Alors, qu'est-ce qui est prévu pour le stationnement des visiteurs? Merci. En fait, Joël, je vais parler micro. parce que ton micro est fermé. Donc, on n'a pas encore exactement le détail de l'utilisation du stationnement. Il n'est pas exclu qu'il y ait un certain nombre de cases qui soient réservées aux visiteurs, dépendamment des besoins de la clientèle là, qui seront sélectionnés pour habiter dans l'immeuble. Sinon, effectivement, il y a probablement du stationnement à proximité qui va nécessiter une certaine marche, mais c'est ce qu'on peut vous dire. Je ne sais pas, Joël, si tu avais d'autres... Ben, je voulais dire que la ville, on est toujours en action, réaction. Pour l'instant, il n'y a pas de réglementation spécifique qui est prévue là, sur Saint-Jacques, mais la ville, on est toujours à l'affût, on évolue avec les projets. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas là, éventuellement si le besoin s'en fait vraiment ressentir. Ah oui, Candido a levé la main pour offrir une réponse, je crois. Ton micro, Candido. Ce soir, on a tous le micro. Hein? Excuse, il y avait plein de boutons qu'il faut que je fasse apparaître l'image. Mais en gros, il y a une trentaine de cases pour les locataires, mais il a été prévu des cases visiteurs, par contre, en plus. Je pense qu'il y a 3 ou 4 cases visiteurs en plus pour justement l'immeuble. Oui, merci de la précision. On a une autre question, mais elle ne concerne pas le projet. Fait que je vais la lire. Elle vient de François. Je vais la lire pour la partager parce que vous l'avez posée, mais ça porte sur des problématiques existantes qui relèvent d'autres choses que du projet de logement social dont il est question aujourd'hui. Donc, François nous demande si la Ville va prendre des moyens pour réduire la circulation sur Saint-Jacques ainsi que la vitesse.
Alors, c'est une question qui est posée par François, mais on ne peut pas y répondre parce qu'on n'a personne du côté des transports avec nous. Je sais que c'est une préoccupation importante là, pour accompagner le conseil de quartier de Neuchâtel-Est, Le Bourgneuf depuis quelques années déjà. Là, je le sais que c'est une problématique qui est souvent mentionnée au conseil de quartier. Le conseil de quartier a également produit un mémoire. Malheureusement, on ne peut pas répondre aujourd'hui parce qu'on n'a pas de spécialiste en transport avec nous, étant ici pour parler du projet éventuel de logement social qui aura lieu à cet endroit. Donc, je suis désolée qu'on n'ait pas la réponse pour vous ce soir. Et je vois, oui, le projet est sur le boulevard Saint-Jacques. La question nous a été posée, là, à savoir sur quelle rue il était. Alors, Ryan, moi, je ne vois plus de questions de mon côté. Là, ça réaffiche. Il vient d'en avoir une de M. Samuel Allary. Donc, il vient de se joindre, donc il a manqué, il écoutera l'enregistrement, mais il a manqué une partie de la présentation. Par contre, la question, elle n'a pas déjà été posée. Donc, en fait, il demande, est-ce qu'il y a de futures constructions qui sont prévues autour du projet actuel, par exemple dans le même lot? Donc, ça, c'est sa première question. Puis, il demande également s'il y a une borne à vélo et un arrêt trajet d'autobus qui est prévu pour desservir ces nouveaux arrivants dans le quartier, ou est-ce qu'il y aura des démarches qui seront prises pour ce faire-là? Tantôt, Frédéric, tu as parlé du Flexibus, Exactement. notamment. Le Flexibus va desservir ce secteur-là en 2027, donc à l'arrivée des locataires, des futurs résidents. Borne à vélo, je ne peux pas vous dire, je n'ai pas cette information-là. C'est possible parce que le service se déploie de plus en plus d'année en année. Donc, ce n'est pas exclu qu'il y ait des bornes à proximité. Sinon, je pense D'autres constructions sur... d'autres constructions sur le lot. En fait, actuellement, il n'y a aucun projet, il n'y a rien qui est planifié ailleurs sur ce site-là. Je vous dirais que ce n'est pas dans les plans de la ville actuellement de développer le restant du site. Pour l'instant, pas du tout. Super, merci. Puis là, je vois pas d'autres questions, plus de main levée. Je voulais vous rappeler que la présentation et l'enregistrement seront disponibles sur la page du projet. Et on serait rendu donc au mot de la fin de Madame Boucher. En fait, le mot de la fin, ça va être Patricia Boudreau-Brouillard qui Ah, le pardon. fera. Pardon. Donc, Patricia, on va la retrouver dans l'assistance. Voilà, oui, la voilà. Donc, pour le mot de la fin. Bonjour. Donc, est-ce que vous m'entendez bien? Très bien, merci. Bien. Donc, bonsoir à tous et à toutes. Là. Merci, merci d'être venus ce soir là, pour cette séance d'information, d'avoir pris le temps. Moi, j'étais là tout au long, là, même si vous ne m'avez pas vu, à vous écouter, puis à prendre en note vos commentaires, vos préoccupations. Ne vous gênez pas pour m'écrire sur mon courriel. Là. Moi, je pourrais faire le suivi avec Marie-Pierre Boucher, avec Héloïse, là, pour voir s'il n'y aurait pas d'autres éléments qu'on pourrait vous apporter en termes de clarification. Donc c'est ça. Puis je voulais aussi prendre un instant pour remercier tout le monde là, qui avait été présent ce soir pour la présentation dans les professionnels. Là. Donc, je vous souhaite à tous une belle fin de soirée. Merci. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Héloïse, peut-être, est-ce que ce serait possible d'écrire mon adresse? Les gens, est-ce qu'ils ont la possibilité de l'avoir? Parce que je peux la dicter, là, mais elle est un peu longue. On t'entend pas. Je vais la mettre Par cœur, j'arriverai pas à la taper, mais si Ryan, je tu l'as l'ai sous la main. d'ouverte, j'ai toutes les informations d'ouverte, donc je vais l'indiquer. Mais si je ne m'abuse, Héloïse, sur le site de la ville, on a accès, je pense, au courriel aussi. de Exactement. chacune et chacun des élus. Oui, puis peut-être pour les personnes qui ne savent pas où chercher, là, prenez le carton d'invitation, puis vous pouvez m'écrire, je vais vous la donner, l'adresse de Mme Boudreau-Brouillard, sans problème. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous et à toutes. Merci d'avoir été là. Au revoir. Merci, salut, j'ai publié le tout. Merci, Ciao. bonne soirée. Merci.